Bonsoir à tous. Top départ des épreuves d'athlétisme ce vendredi 30 juillet pour s'achever le 8 août prochain. Bonne entrée en lice de nos représentantes Marie-Josée Talou et Muriel Aouré aux 100 mètres. Les éléphants olympiques, eux, jouent contre l'Espagne demain et samedi pour une place en demi-finale. Il y aura bien sûr d'autres sujets à ce journal des JO. En compagnie de Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Anne-Marie. Merci d'être là. Merci aussi. Les Ivoiriennes se sont qualifiées brillamment pour les demi-finales du 100 mètres. Elles étaient attendues, on a longuement parlé de tous ces challenges qu'il fallait relever. Exactement. Et heureusement, on a des éléphantes, en tout cas au niveau de l'athlétisme, qui se sont bien réveillées, qui sont bien rentrées dans la compétition. On espère que ça va continuer comme ça. On l'espère en tout cas. On va revoir ensemble, Salif Ouattara, cette belle performance de Muriel Aouré et Marie-Josée Talou. Elle était très attendue aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. La sprinteuse Marie-Josée Talou n'a pas déçu pour son entrée en lice. L'Ivoirienne s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes, battant son record personnel de 7 centièmes de seconde. La vice-championne du monde 2017 égale au passage le record d'Afrique de sa compatriote Muriel Aouré, également qualifiée pour les demi-finales, en terminant 3e de sa série, avec un temps de 11 secondes 16 centièmes, son meilleur résultat de l'année. Un cap franchi avec autorité pour les deux sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré, qui devront confirmer leur belle performance ce samedi lors des demi-finales face à d'autres favorites africaines comme la Nigériane Blessing Okagbare. Voilà, Salif Ouattara, très belle performance de Marie-Josée Talou. Je me suis amusé à regarder un peu les chronos, ça et là, sur la quarantaine de coureuses qu'il y avait sur ces différentes séries ce matin. Vous allez constater que Talou a le meilleur chrono, 10 secondes 78, c'est pas rien, c'est énorme. Vous allez voir qu'il n'y a que 2 Jamaïcaines qui ont réussi à un peu la concurrencer. Vous avez Lynn Thompson, 10 secondes 82, Anne Fraser-Price, 10 secondes 84. Ça veut dire simplement qu'il y a une certaine embellie physique au niveau de Talou et je pense que si elle arrive à garder le cap, si les conseils entre-temps de l'entraîneur Anthony Kofi continuent de faire quelque chose, je pense que non seulement en demi-finale, c'est beaucoup plus facile pour elle, mais en finale, ça peut donner quelque chose. D'accord, Marie-Josée Talou qui a bien négocié son départ, du début jusqu'à la fin, elle a été magnifique. Et époustouflante, battante. Tout est dans cette course en fait. On sent l'engagement, on sent l'envie, on sent la détermination, on sent vraiment une athlète qui a vite oublié Rio de Janeiro en 2016 et qui veut vraiment aller à la conquête d'une médaille, qu'elle soit de bronze, d'argent ou d'or. En tout cas, on sent qu'elle veut aller à la conquête d'une médaille. Elle a été déterminante, elle est rentrée avec classe. On espère qu'elle va également ressortir avec une certaine classe, une certaine beauté dans cette compétition. On se rappelle justement, Salif, qu'elle a terminé au pied du podium à Rio. Et là, ça lui a vraiment fait mal. Ça fait mal, évidemment, à toute la Côte d'Ivoire. Justement, il y avait beaucoup de regrets parce que tout s'est joué juste en fin de course. On a senti un relâchement. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait un peu de fatigue à son niveau. Et c'est ce relâchement-là qui a finalement causé la perte peut-être d'une médaille à ces JO de Rio de Janeiro. Mais là, c'était en 2016. Nous sommes en 2021 avec une athlète qui s'est vraiment montrée très engagée, un visage nouveau, on peut le dire comme ça, et qui veut vraiment aller à la conquête. Elle a beaucoup travaillé aussi. Beaucoup de progression, en tout cas avec son entraîneur Anthony Kofi qui est là, qui veille depuis des années, en tout cas qui essaye de la coacher, de manager son temps, son temps de vacances, son temps de compétition. Et il ne faut pas oublier qu'elle a été assez régulière également sur la Diamond League cette saison. Oui. Elle a pratiquement participé à toutes les manches avant de se retrouver à ces Olympiades. Ce n'est donc pas surprenant parce que déjà là, au niveau de la Diamond League, elle avait des chronos assez bons. En tout cas, on sentait une fraîcheur physique, on sentait un certain dynamisme, on sentait un regain, une envie d'aller en tout cas vers des breloques et c'est de bon augure. On peut dire qu'elle est restée sur sa dynamique. Restée sur sa dynamique, oui, mais également elle a progressé.
Parce que là, c'est pratiquement un record. Si elle arrive à égaler le record d'Afrique détenu par sa compatriote Muriel Aouré, 10 secondes 78, et que vous allez constater, toutes celles qui ont couru ce matin, les Jamaïcaines, les Américaines, qu'on attendait tant, finalement, c'est Talou qui crève l'écran. C'est Talou, on va attendre en demi-finale parce qu'elle s'est positionnée comme la favorite. D'accord. On va écouter maintenant Marie-Josée Talou avant, bien sûr, de parler de ses adversaires. Donc, écoutons ensemble Marie-Josée Talou juste après sa course. Oui, on peut dire que je suis satisfaite de ma performance aujourd'hui. Je savais que je pouvais courir vite, mais je n'aurais pas espéré courir si vite en série. J'ai fait ce que le coach a dit de faire, j'ai poussé sur les 40 mètres. Après, quand je me suis levée, je suis regardée qui est à mon niveau et relâché. Je suis passée à la ligne des 78. Comme ça, relâché, c'est... On m'a dit c'est la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis satisfaite. Après, c'est ce pour quoi on a travaillé depuis longtemps. Je savais que le chrono à l'entraînement était bien depuis un moment. Donc on essayait de réaliser ça en compétition. Voilà. Oui, demain pourrait être un jour extraordinaire pour moi et pour toutes les filles aussi qui sont là. Comme je dis, c'est que les séries, et demain il peut y avoir des surprises. Il faut juste rester focalisé, ne pas être dans l'euphorie, rester concentré. Et c'est ce que je fais. Je ne me dis pas que voilà, parce que j'ai fait les 78, je suis la meilleure. Non, toutes les filles qui sont là se valent. Donc on croise les doigts et on espère faire mieux qu'on a fait aujourd'hui. Que Dieu dirige. Merci. Voilà, Marie-Josée Talou qui montre l'exemple dès l'entame de cette compétition au 100 mètres. Parce qu'elle a tout de suite réalisé que désormais, avec ce chrono réalisé, elle est celle qui est désormais porte-étendard, mais également l'adversaire que tous les autres challengers essaieront de battre. Donc, elle décide de porter ces habits-là. Elle sera dans le couloir 5 pour les demi-finales qui se courent dès demain. Donc, il faut suivre cette course avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Elle peut encore surprendre comme sur le plan psychologique si elle n'est pas bien préparée, s'il n'y a pas une bonne reprise physique également après cette course, ça peut lui jouer des tours. Donc je pense qu'à ce moment-là précis, elle doit être en train de non seulement de déstresser, d'oublier un peu les challenges qui l'attendent, parce que c'est des challenges, et puis en même temps chercher à avoir une autre fraîcheur physique pour affronter cette course. Il faut surtout qu'elle reste concentrée quand on a une adversaire jamaïcaine qui s'appelle Shelly Ann Fraser, double championne olympique. Et qui n'est pas la seule. Aujourd'hui, il y a Hélène Thompson. Oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette paire jamaïcaine parce qu'elles ne sont pas... elle n'est pas venue là pour de la figuration. C'est clair. Hélène Thompson et Ann Fraser-Pryce veulent forcément ramener quelque chose également au pays. Pourquoi pas essayer d'égaler quelques records. Elles ont commencé timidement. Pas parce qu'elles n'ont rien dans le coffre, mais justement parce qu'elles veulent garder encore beaucoup d'oxygène. Donc il faut suivre également ces deux coureuses-là parce que vous allez remarquer sur la Diamond League, elles ont été également tonitruantes. Ça a été impressionnant à leur niveau, mais elles savent que ce sont les Olympiades. On ne vient pas forcément aux Olympiades pour commencer en trombe. Talou l'a fait, c'est bien, c'est à son mérite, mais maintenant il faut garder le cap, il faut continuer dans cette dynamique, sinon il y a ce qu'on appelle le revers aussi sur une piste, ça peut jouer des tours à notre représentante. D'accord, on va parler maintenant de Muriel Aouré. On le disait hein, sur tous nos plateaux qu'on avait eu du mal à voir des images de Muriel Aouré en train de se préparer pour ces JO-là, mais là la surprise, elle était de taille, puisqu'elle se qualifie. J'allais dire encore brillamment, elle occupe la 3e place dans ces séries-là. Elle se qualifie pour les demi-finales. Oui, 11 secondes 16, effectivement, c'est la meilleure performance de sa saison. Oui. Mais déjà, comme on l'a si bien dit avant, on a eu du mal non seulement à avoir quelques nouvelles des différentes compétitions auxquelles elle participait aux États-Unis. Et après sa préparation et tout, il n'y a pas eu de grande communication autour de ça. On espère qu'elle a essayé aussi de jouer comme les Jamaïcaines et les Américaines. Elle n'a pas commencé forcément en trombe.
elle peut-être garde beaucoup d'oxygène parce qu'elle a du mal souvent à finir ses compétitions. Donc là, nous sommes juste à l'étape des séries. Elle a obtenu la qualification. Maintenant, en demi-finale, peut-être qu'elle va essayer de monter en puissance parce qu'il y a des adversaires beaucoup plus coriaces qui vont être dans le même collimateur qu'elle. Donc peut-être qu'elle a gardé beaucoup d'énergie pour ces demi-finales-là et pour la finale. Mais en tout cas, on attendait mieux que ça parce que c'est quand même Muriel Aouré. Elle a prouvé par le passé qu'elle était en dessous des 11 secondes. Là, c'est 11 secondes 16. C'est pas mal. Elle se qualifie déjà pour les demi-finales, mais il va falloir cravacher dur aux demi-finales parce que c'est un autre niveau et on va avoir affaire à d'autres athlètes qui peut-être ont fait 11 secondes, mais là essaieront d'aller beaucoup plus vite pour être qualifiés. Surtout qu'on a constaté ce matin, Salif, qu'elle avait du mal, elle a eu du mal à entrer dans la course. Elle a commencé difficilement et puis elle s'est ressaisie après. Justement, peut-être que c'est l'envie de se retenir. Peut-être que c'est l'envie de ne pas commencer assez vite. Peut-être que c'est l'envie de garder beaucoup d'oxygène. Peut-être qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte puisque elle, son entraîneur, ce n'est pas Anthony Kofi, c'est plutôt un autre entraîneur qui est de nationalité américaine, si je ne m'abuse. Donc peut-être que la stratégie, c'est de commencer tout doucement et de chercher à évoluer en fonction des différents compartiments. Gérer la course parce qu'il n'y a pas qu'une seule course. Il y a également les séries de demi-finales et après il y a la finale. Donc il faut essayer de gérer. Peut-être que l'entraîneur a essayé de l'aménager en lui disant de commencer tout doucement et d'accélérer après en milieu de piste. Peut-être que c'est une stratégie, on va suivre ça de près lors de la demi-finale pour savoir si on a notre Muriel Aouré de tout feu, tout flamme ou si c'est peut-être que la préparation ne s'est pas bien passée à un certain niveau. D'accord, donc peut-être qu'elle s'est retenue, elle n'a pas tout donné comme Shelly Ann Fraser et Hélène Thompson qui, sans forcer, se sont qualifiés pour les demi. Tout comme la Nigériane Blessing Okagbare qui n'a pas du tout forcé dans sa série, qui allait tout doucement puisqu'elle a de longs pieds. Elle s'est imposée assez vite et il n'y avait personne en fait pour l'égaler sur la piste. On va espérer que c'est cette méthode-là qui a été utilisée parce qu'on a vu un peu les chronos à la Diamond League pour toutes ces athlètes dont nous parlons, Hélène Thompson, Ann Fraser, Blessing Okagbare, mais Muriel n'était pas du tout sur la Diamond League, qui est quand même une compétition de référence où on retrouve pratiquement des sparring partners qui peuvent permettre à un athlète d'évoluer. Donc, comme elle n'a pas été sur ces différentes compétitions de la Diamond League, on espère que du côté des États-Unis, il y a eu d'autres athlètes qui pouvaient un peu la challenger et la mener à courir plus vite. D'accord, on va écouter justement Muriel Aouré, évidemment, après sa course de ce matin. Comment tu as trouvé ta course? J'ai trouvé super. C'est ma première course, ça fait quelques mois. Je n'ai pas fait beaucoup de courses cette année, mais le plus important, c'est de qualifier pour la demi-finale pour demain. Donc, je ne sais pas. Et le temps que tu as eu à faire? C'était bien. Je suis qualifiée, donc c'est ça c'est le plus important. Qualifier pour demain. Tes jambes répondent bien, hein? Oui, très très bien en tout cas. Je suis prête. À demain. Bisous. Voilà, comme elle le dit, le plus important, Salif, c'était de se qualifier pour ces demi. Justement, je pense bien que ça a été ça la stratégie parce que il faut gérer les différentes courses qu'il y a. Il n'y a pas seulement qu'une course de série, après il y a les demi-finales, après il y a la finale. Donc en fonction des adversaires, le niveau peut monter à tout moment. Je pense que c'est dans cet esprit-là que Muriel Aouré doit être. Talou, elle a commencé avec une pointe de vitesse impressionnante. Il faut qu'elle garde le cap, sinon, effectivement, il y aura après beaucoup d'autres experts qui diront qu'elle n'aurait pas dû commencer aussi vite, elle aurait dû aller tout doucement et puis progresser, monter en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Et je crois qu'elle a affiché ses ambitions tout de suite en début de compétition. C'est clair, Marie-Josée Talou veut l'or cette année. C'est une ambition qui est noble, c'est une ambition qui est à sa juste valeur parce que Talou, c'est aujourd'hui une marque déposée. Elle a montré aux yeux du monde entier, pas seulement de l'Afrique, qu'elle voulait en tout cas remporter beaucoup de lauriers. Et jusqu'à présent, elle court derrière une breloque olympique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas en 2016 à Rio de Janeiro. Un mauvais souvenir à oublier. Un mauvais souvenir à oublier où il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup de questions qu'elle s'est posées. Aujourd'hui, à Tokyo, elle commence vite. Anthony Kofi, l'entraîneur, il a raison
d'utiliser cette méthode parce qu'il faut qu'elle prenne en confiance parce que déjà, avec la parenthèse Rio de Janeiro, il y a forcément des hésitations à son niveau. Elle peut se poser des questions. Donc, le fait qu'elle ait commencé vite, l'entraîneur peut l'expliquer en disant que ça va débloquer psychologiquement l'esprit de l'athlète et l'amener à se donner à fond pour la suite de la compétition. C'est clair qu'elle a fait le plein de confiance ce matin, Marie-Josée Talou, avec ce temps record de 10,75. Demain, ce sera les demi-finales de ces dames. Il y aura également les séries chez les hommes. Et on a un autre compatriote qui va disputer ces séries. Il s'appelle Arthur Sisségueux. Et là, nous allons écouter son coach, Anthony Kofi. Sissé qui revient de blessure. Le départ a toujours été sa force. Mais là, on a repris la réaction. Parce qu'il est resté 2-3 semaines sans travailler. Donc, tu perds les réflexes. On a repris la réaction. Et on a travaillé l'endurance et vitesse. Bon, Sissé, il sera... Sinon, il est à 95% pour l'instant. On a une semaine avant que les garçons commencent. J'espère que d'ici là, il va retrouver toutes les sensations. C'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Il sera prêt, mais j'ai bien peur que l'enjeu tue le jeu. Donc, son travail de cette semaine-là, il va être beaucoup plus psychologique que physique. Voilà le coach Anthony Kofi qui nous parle de son poulain Sisségueux qui entre en lice demain. Il a 24 ans, il n'a jamais participé à ces Jeux Olympiques. Sa première. Je pense qu'en 2016, il a été là-bas en tant qu'invité. Il a vu un peu le décor, l'atmosphère, l'ambiance, tout autour, qu'il y avait autour de ces challenges-là. Aujourd'hui, il a la chance d'être sur la piste. C'est un acteur principal. Il n'y a plus le temps pour dire tu aurais dû faire comme ça ou comme ça. Il est lui-même l'acteur principal. Il sera engagé en série également. Il faudra déjà, peut-être qu'à son niveau, l'entraîneur va essayer de le ménager. Psychologiquement, il faut qu'il commence bien parce qu'on l'a suivi un peu sur la Diamond League. Je crois qu'il a participé à 2 manches avant de connaître une blessure. Il a été le 28 mai sur 200 mètres à Doha où il a fini 7e avec un chrono de 20 secondes 91. Ensuite, il a été le 10 juin sur 100 mètres où il a fini 6e avec, il y avait 8 coureurs, il a fini 6e, faut le noter, c'est très important, avec un chrono de 10 secondes 35. Ça veut dire simplement qu'il est en train de prendre confiance. Il faut donc l'amener à beaucoup plus prendre confiance. Une demi-finale déjà, ce serait le bon cap et pourquoi pas la finale. Il a des chances de sortir des séries alors? Il a des chances. Maintenant là, c'est son potentiel. Il faut qu'il montre qu'il a beaucoup dans le coffre. C'est le fighting spirit qui va déterminer la suite de la carrière de Sisségueux Arthur. C'est une carrière olympique qui s'ouvre là, à Tokyo pour lui. Il faut qu'il saisisse cette chance déjà et ensuite, pourquoi pas préparer Paris 2024 assez sereinement avec tout le confort qu'il faut pour un athlète. Il est d'une génération assez jeune. Il voit plus ou moins comment les autres jeunes se préparent pour venir à cette compétition. Il faut également le mettre dans ces conditions-là pour que, pourquoi pas, demain, il puisse ramener quelque chose. Il a déjà bien commencé à la Diamond League. Là, déjà, il se met parmi les 6e, les 5e, les 4e. Alors, c'est déjà bien, la progression commence bien, mais enfin, il faut entretenir ce talent. Il faut entretenir ce talent qui est encore, je ne dirais pas brut, mais en tout cas qui est en train d'exploser aux yeux du monde entier. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, demain, sera sur plusieurs fronts. Chez les dames, en demi-finale. Chez Sissé Arthur Gueux, dans les séries 100 mètres hommes. Et puis, dans un autre tableau, la Côte d'Ivoire sera face à l'Espagne pour une place en demi-finale du tournoi de football masculin. Alors, quel pourrait être le 11 possible du sélectionneur Aïdara Soualio? Alors là, c'est Jean-Sylvain Esso qui se jette à l'eau. Comme en 2008, les éléphants ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale des Jeux Olympiques en se classant 2e dans une poule assez difficile, avec les présences du Brésil et de l'Allemagne. Une étape où ils devront encore montrer leur bravoure devant l'Espagne, leader de la poule C et favorite avant ce duel. Pour ce match, le 11 ivoirien ne devrait pas subir de changements majeurs. Sans surprise, Iratapé Eliezer, exceptionnel depuis l'entame du tournoi, sera le premier choix au poste de gardien de but. Eric Bertrand-Bailly, Kouadio Yves Davila, Diallo Chester et Wilfried Senghor devraient être reconduits en défense.
Franck-Yannick Kessié aura la responsabilité de conduire les plus jeunes dans le milieu de terrain. Dans ce secteur, le sélectionneur sera dans l'embarras avec le retour de sanctions d'Eboué Kwasi, un joueur dont l'absence a été vite comblée avec la belle prestation de Keita Abdul-Kader. Le trident offensif sera composé du capitaine Max-Alain Gradel, Dao Youssouf et Christian Kwame. Une attaque qui doit surtout faire preuve de réalisme sur les occasions qu'elle s'offrira. Le sélectionneur Aïdara Soalio pourra aussi bénéficier de la technique d'Amad Diallo pour déverrouiller le système défensif de la Rora. Voilà, la Côte d'Ivoire sera donc face à l'Espagne demain pour une place en demi-finale du tournoi de football masculin. C'est possible, il faut y croire, il y a des potentialités, il y a de très bonnes individualités, il y a un collectif qui s'est mis en place suite à ces 3 matchs de phase de poule. En tout cas, on sent ce dynamisme-là. Maintenant, je pense que le gros du travail, Choalio Aïdara l'a réussi en ayant l'ensemble de son groupe. Tous les cartons rouges ont été annulés. Et il y avait aussi ces cartons jaunes qui faisaient planer quelques doutes dans l'esprit peut-être de 2 expérimentés comme Gradel et Kessié. Il n'y a plus de risque. Alors, il a 22 joueurs, 22 éléphants qui sont capables d'aller loin. Alors, à l'attaque, Jean-Sylvain Rousseau, lui, il a proposé Gradel, Amad et Christian Kwame. À l'attaque, possiblement. Bon, il ne faut pas oublier aussi Dao Youssouf. Dao Youssouf qui a fait, même là sur le match face à l'Allemagne, il a fait un très beau travail tactique au niveau de la défense. Il ne faut pas donc l'oublier. Je pense il a pris en confiance au fur et à mesure que la compétition avance. Donc je pense qu'il a sa place sur cette liste. Il peut décanter à un moment donné certaines situations. D'accord. Il pèse lourdement sur les défenses adverses. On l'a senti face à l'Allemagne. Je pense que face à l'Espagne, ça peut encore être le cas. Christian Kwame, il a ce don effectivement d'avoir des coups de génie à un moment donné. Mais il faut actuellement avoir un attaquant, en tout cas quelqu'un qui est en pointe, qui peut peser sur la défense. D'accord. En milieu de terrain, évidemment, le patron, c'est Franck Kessié. Il est incontournable. Il a fait ses armes. Aujourd'hui, en tout cas, il est devenu le meneur. L'atout de contrôle de cette sélection. Il essaye tant bien que mal de jouer ce rôle-là, mais il aura surtout besoin de l'apport de Bas Gradel et d'Amad Diallo, qui sont quelque part ses repères aussi, et surtout de Wilfried Sengo, qui est devenu en quelque sorte sa paire. En tout cas, on sent que ça marche bien entre les deux. Ils s'entendent, il y a une combinaison qui s'est installée. Ces 4-là au milieu de terrain, c'est assez intéressant. C'est vrai que Wilfried Sengo, à l'origine, il est beaucoup plus porté sur la défense, mais on a senti qu'il y a en tout cas une complémentarité entre lui et Franck Kessié. D'accord. Eric Bailly, la défense, c'est son affaire. Il sera avec possiblement Dabila. Et puis, pourquoi pas Sengo. Oui, Sengo, Ouattarazi aussi. Comme face au Brésil. Comme face au Brésil, mais Ouattarazi aussi, je pense qu'il a sa place dans cette sélection. Mais après, moi, dans ce groupe-là, ce qui me donne quelques hésitations, c'est qu'on n'a pas encore mis l'accent sur l'offensivité. Je pense qu'il faut, pourquoi pas, à un moment donné, mettre Christian Kwame et Dao Youssouf ensemble sur le terrain. Il faut donner plus d'allant offensif parce que là, c'est vrai, on a essayé en tout cas de défendre et de passer le cap des phases de poule. Oui, c'était bien, ça s'est bien passé, on est d'accord. Mais maintenant, il faut chercher à marquer. Nous sommes en quart de finale. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de coup permis. Il faut absolument marquer. Même si vous voulez, on ira jusqu'aux prolongations, on va aller au tir au but, mais au finish, on demandera qui a gagné. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné oser. Les Espagnols ne s'entendent pas forcément à cela. Il faut donc oser, il faut aller chercher ce but-là et maintenant chercher à défendre comme on a l'habitude de le faire depuis que la compétition a commencé. Mais l'enjeu ici, c'est de marquer et ensuite défendre, mais pas de défendre et chercher à marquer. Ce serait l'erreur. Donc, pour vous, il faut tout de suite aller à l'offensive, mais il faut prendre garde d'assurer ses arrières. Il faut aller à l'offensive, parce que les contre-attaques... Il faut aller à l'offensive, il faut marquer et ensuite, il faut défendre. D'accord. On espère que Choalio Aïdara va prendre, j'allais dire, les bonnes décisions. Il aura la bonne tactique pour que ses enfants puissent faire face à cette équipe de l'Espagne, comme ils l'ont très bien fait d'ailleurs, face à l'Allemagne et face au Brésil.
Ils l'ont réussi parce que là, il y avait déjà une victoire face à l'Arabie Saoudite qui nous mettait beaucoup plus à l'aise. Mais là, maintenant, nous sommes dans une phase à élimination directe. L'enjeu, il est tout autre, il est différent. Il ne faut donc pas faire de la figuration. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc, il faut, cette fois-ci-là, assumer cette décision. Il faut donner un allant offensif à cette équipe. Il faut aller chercher ce but-là, même s'il faut, il faut aller chercher 2 buts et ensuite défendre. Je pense que cela ferait du bien. Mais si nous voulons défendre, on finira par prendre un but. On finira par prendre un but parce que la pression sera trop forte. Les Espagnols, ils ne vont pas s'arrêter là. C'est des gens qui jouent déjà dans des championnats de haut niveau. Vous avez seulement 4 joueurs qui sont dans le championnat anglais et tous les autres sont dans le championnat espagnol. Donc ça veut dire qu'ils connaissent le haut niveau. Ils ont l'habitude de ces équipes-là qui veulent forcément défendre et ensuite, après peut-être aller chercher le but ou bien chercher le match nul. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont chercher à marquer, ils vont trouver une faille forcément et ça va se faire. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait un but maintenant pour dire allons-y marquer ou bien il faut déjà attaquer, marquer et ensuite chercher à défendre. D'accord, on espère que Choilou Aïdara et ses poulains vont nous faire plaisir demain et jouer sans complexe parce qu'on a tout à gagner, rien à perdre du tout face à cette équipe espagnole. Ils jouent déjà sans complexe, comme je le dis. Et peut-être je me répète. Exactement. Il faut marquer. D'accord. L'autre pays africain, l'Égypte, sera face au Brésil pour ses quarts de finale. L'Égypte a prouvé effectivement qu'il y avait du potentiel. Et eux, déjà, au niveau de cette équipe, il y a une entente. Ça fait au moins 5 ans que ces gamins-là jouent ensemble, tant sur le plan local qu'en sélection. Il y a donc des combinaisons qui se sont créées. Et face au Brésil, c'est vrai que ça sera un peu difficile, mais en même temps, un autre atout, c'est que, ayant profité, ou bien à cause de la Copa América, certains joueurs n'ont pas pu rejoindre cette équipe du Brésil. On le sent aujourd'hui. Richarlison, il essaye de faire son travail tant bien que mal, mais ce n'est pas forcément l'attaquant que le Brésil aurait souhaité avoir en pointe. Donc aujourd'hui, toutes les équipes qui affrontent cette équipe, le Brésil doit essayer de casser en fait le mythe de Richarlison. La Côte d'Ivoire l'a déjà réussi, donc ce n'est pas sorcier. Et je pense que l'Égypte va regarder ce match-là simplement et puis faire la même chose. D'accord, l'Égypte qui avait tenu également en échec cette équipe espagnole que la Côte d'Ivoire va croiser demain. Si on s'en tient peut-être à l'affiche de la finale de la CAN U23 en 2019 en Égypte, c'était Côte d'Ivoire-Égypte. Il y avait eu, en tout cas ce jour-là, beaucoup de difficultés pour l'équipe d'Égypte qui a eu du mal à passer, même si elle a remporté le trophée. Mais en tout cas, elle a su qu'il y avait une équipe ivoirienne qui était là, bien en place, qui aussi guettait ce trophée. Donc si on repart dans cette configuration et si on a encore les mêmes guerriers, 11 guerriers de deux côtés, je pense que ça peut marcher. Parce qu'on a senti tout de suite qu'il y a un acharnement à vouloir défendre, à vouloir gagner, à vouloir continuer la compétition. Mais ça aussi, ça se concrétise en marquant. C'est clair. Salif, on va aller voir maintenant ce qui se passe chez les autres nations à ces JO, bien sûr. Aude Alegbe qui nous fait le point des médailles engrangées par tous les pays africains présents à cette compétition. L'Afrique enregistre sa première médaille d'or grâce à l'Éthiopien Selemon Barega aux 10 000 mètres hommes avec un chrono de 27 minutes 43 secondes 22 centièmes. Les Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kiplomo se distinguent avec l'argent et le bronze. Déjà médaillé en 2016 aux Jeux de Rio avec le bronze, Ruth Bagby a récidivé le 26 juillet 2021, cette fois à Tokyo et toujours avec le même métal. Elle a battu la Brésilienne Milena Titoleni dans la finale pour le bronze. 5 années après, l'Ivoirienne Ruth Bagby est montée sur le podium olympique. Certes, elle visait certainement un autre résultat pour ces Jeux au Japon. Mais elle obtient tout de même aujourd'hui la 4e médaille olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire aux Jeux. Après avoir éliminé le septuple champion du monde australien Stéphane Gilmore lundi en série, Bianca Buitendal s'est hissée jusqu'en finale mardi. En finale, la Sud-Africaine a retrouvé l'Américaine Carissa Moore, annoncée comme la grande favorite qu'elle a battue 4,93 à 8,46. Suite à cette victoire, Bianca Buitendal
remporte la première médaille d'or de l'histoire du surf féminin au JO et collecte ainsi la deuxième médaille d'argent de l'Afrique du Sud dans ces Jeux. Depuis ce vendredi, les sprinteurs et coureurs africains qui pourraient créer la surprise et glaner des médailles sont en lice. Croisons les doigts pour engranger le maximum et peu importe la couleur. Voilà l'Afrique qui légitimement aspire à engranger le plus de médailles possibles à ces Jeux olympiques. Je me suis encore amusé là, Anne-Marie a fait une sorte de statistique et je constate qu'on n'a que 3 médailles d'or. Depuis que cette compétition a débuté, ces Olympiades-là ont débuté, l'Afrique n'a récolté que 3 médailles d'or. Vous avez en tête l'Afrique du Sud, qui est 24e au général, première nation africaine, avec une médaille d'or et une médaille d'argent. La médaille d'or de l'Afrique du Sud vient d'être obtenue aux 200 mètres brasse dames par la Sud-Africaine Tatiana Schoenmaker. Ensuite, vous avez la Tunisie, 28e au général, deuxième nation africaine. Et ensuite, l'Éthiopie, 34e au général, troisième nation africaine, avec une seule médaille d'or. Ça veut dire simplement que on ne sait pas à quel niveau ça coince. On a l'habitude de voir au niveau de l'athlétisme, en tout cas, de bons coureurs fonds, demi-fonds, qui viennent de l'Afrique de l'Est, qui essayent de donner beaucoup de médailles d'or à l'Afrique. Parce que si on parle en termes de palmarès, on retiendra beaucoup plus les médailles d'or. C'est vrai qu'il y a les médailles d'argent et les médailles de bronze. Une médaille est une médaille, mais on retiendra beaucoup plus les médailles d'or qui a remporté l'or et c'est comme ça qu'on fait le classement. Donc aujourd'hui, l'Afrique n'est pas forcément bien dessinée dans ce palmarès-là. Pas encore bien positionnée, en termes de médailles, bien sûr. Bon, on espère, on va toujours espérer, les Jeux continuent jusqu'au 8 août. Justement, l'athlétisme vient de débuter. Exactement. Donc les Éthiopiens, les Kenyans et toute cette délégation-là de l'Afrique de l'Est va sûrement encore produire cet effet-là qu'on a toujours connu chaque saison, à chaque édition de ces Olympiades. Salif Ouattara, quand je dis ping-pong, vous connaissez? Ping-pong, tennis de table. Merci. Tennis de table. Voilà, tennis de table qui a une activité de loisir, mais qui finalement est devenu un sport olympique depuis 1988. Et pour ces JO-là, chez les dames, c'est la numéro 1 mondiale. C'est une Chinoise qui a été sacrée championne olympique. Aude Allegwe. Nouvelle médaille d'or pour la Chine qui assoit un peu plus sa domination sur le tennis de table mondial. Dominatrice sur le circuit mondial depuis près de 2 ans, Chen Ming a réalisé une finale presque parfaite pour aller décrocher son premier titre olympique. Surprise dans la première manche 9-11 par sa jeune compatriote Sun Yingxia, 20 ans, la native de Qingdao hausse son niveau de jeu lors des 2 prochains sets. Après avoir égalisé lors du 2e set, elle écrase le 3e set, 11-5. Si Sun Yingxia trouve les ressources nécessaires pour égaliser en prenant le 4e set, Chen Ming fait la différence en fin de partie. Grâce à une défense de fer et une capacité à faire la différence dès le premier coup d'attaque, elle fait mal à son adversaire qui manque de solution. Plus à l'aise sur son service, elle remporte finalement le 5e set facilement, 11-4, et se rapproche un peu plus du titre olympique. Ce dernier sera finalement obtenu au terme d'un 6e set irrespirable. Si Chen Ming continue de contrecarrer les plans de son adversaire avec une grosse défense de ses points, cette dernière résiste pour ne pas voir ses espoirs de médaille d'or s'envoler. Les 2 pongistes se retrouvent finalement à égalité, 8-8, avant que la meilleure joueuse du monde n'accélère une dernière fois. En remportant 2 nouveaux points, elle s'offre ainsi 2 balles de match sur son service. Si la première est manquée sur une attaque trop longue, la deuxième sera la bonne pour celle qui évolue en rose dans cette rencontre. À 27 ans, Chen Ming succède ainsi à Ding Ding et devient championne olympique. Salif, une nouvelle médaille d'or pour la Chine qui essaie d'asseoir encore un peu plus sa domination dans cette discipline-là, le tennis de table. Et également une épopée qui continue, une histoire qui continue de s'écrire pour cette jeune Chinoise. En 2011, elle avait déjà remporté le championnat du monde en simple, en double dame et en double mixte. Et depuis 2019, elle a été désignée en quelque sorte meilleure athlète, en tout cas au niveau des pongistes, elle est la numéro 1. Et vous voyez là, cette progression, en 2021, elle est aux Olympiades, elle enlève l'or. Elle remporte l'or. C'est une consécration et c'est une épopée qui continue. Conséquence logique pour le travail abattu par cette Chinoise. On va voir d'autres athlètes pour qui, Salif, ça n'a pas trop marché. Et Djoko, vous le connaissez, qui était attendu. Qui était très attendu. Teddy Riner.
évidemment, qu'on attendait pour une autre médaille olympique. Mais non, il n'a pas pu rempiler, il s'est juste contenté du bronze. On va voir tout cela avec Mouyabi Diabaté et Aude Alébé. Un autre géant a mordu la poussière à Tokyo en quête d'un 3e titre olympique consécutif. Chez les plus de 100 kg, Teddy Riner a été battu dès les quarts de finale par le Russe Tamerlan Bashaev. Dans un combat qu'il semblait maîtriser face au numéro 1 mondial, Riner a été contré dans le Golden Score et battu sur Wazi Hari. Ultra favori du tournoi olympique de judo, le Français s'est consolé avec la médaille de bronze conquise face au Japonais Isaoshi Arashikawa lors d'un remake de leur finale aux Jeux de Rio en 2016. Ça a été une journée pas comme je le voudrais, mais voilà, au final, il y a cette médaille de bronze qui fait très chaud au cœur, où je suis très fier d'avoir réussi à être allé au bout de moi-même pour la récupérer. Ça a été une préparation très difficile, très compliquée avec le Covid, avec ce report des Jeux, avec sur ces 3 derniers mois, 2 blessures importantes pour moi. Et malgré tout, ben voilà, cette finalité de repartir avec cette médaille de bronze, donc je suis super content. Malgré l'élimination prématurée, la famille biologique du judoka français a tenu à saluer le succès de leur garçon dans la petite finale. Je vous dirais honnêtement un goût amer. Pas pour moi, je suis tout fier. Mais pour lui, oui, parce qu'il s'est préparé en conséquence. Il voulait effectivement cette médaille-là. Il s'est fait mal. Il s'est fait très mal pour aller chercher sa forme. Je l'ai eu au téléphone. Bon, il était bien. Il m'a dit, bon, bah, c'est le jeu. Hein. Voilà, ça a été, c'est sévère. Il m'a dit que c'est sévère. L'Allemand Alexander Zverev a éliminé le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 3 manches, mettant ainsi un terme au rêve de médaille d'or du Serbe, mais aussi à son ambition de réussir en 2021 le Golden Slam, celui de remporter les 4 titres du Grand Chelem puis le tournoi olympique. Au terme d'un retournement de situation rarissime, le numéro 5 mondial s'est imposé 1-6, 6-3, 6-1 en 2 heures 3 minutes. Malmené dans le jeu, l'Allemand a trouvé les ressources pour revenir dans la demi-finale. Il a engrangé 8 jeux de rond pour passer de 1-6, 2-3 à 1-6, 6-3, 4-0. En finale, dimanche, Alexander Zverev affrontera le Russe Karen Khachanov, tombeur un peu plus tôt de l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Voilà, dommage pour Djokovic et puis grosse, sinon terrible désillusion pour Teddy Riner. De Rio de Janeiro en 2016 à Tokyo, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour Teddy Riner. Il s'était préparé bien avant tous les autres. Il était allé au Japon, il avait pratiquement fait une sorte de pèlerinage pour même faire des repérages pour voir où est-ce que les compétitions vont se dérouler et s'adapter à l'environnement, s'adapter à tout ce qui pouvait se passer là-bas. Malheureusement, il est sorti en quart de finale. Bashaev, le Russe qui l'a fait sortir, était lui-même surpris. Il était surpris. Il se rend compte là qu'il a réussi l'exploit. Il a réussi à faire sortir le mastodonte, le géant, Teddy Riner. Vous avez plus ou moins entendu son père qui pour lui, c'est une performance, mais pour Teddy Riner, ce n'est pas une performance. Il était allé avec l'objectif de récupérer l'or, de garder l'or en tout cas, qu'il a depuis des années paré sur lui. Mais là, il va devoir se contenter du bronze. Il va devoir se contenter du bronze. Une petite finale qui a été très facile pour lui à gérer, mais bon, il sort là avec beaucoup de regrets. D'accord, on va parler d'un autre sujet, football dames. Les affiches des demi-finales du tournoi dames de football de ces JO sont connues. Les États-Unis seront face au Canada. Les Américaines l'ont réussi en battant ce vendredi en quart de finale à la Grande-Bretagne au tir au but. Et puis les Canadiennes, elles ont tout simplement composté leur ticket en battant également au tir au but les Brésiliennes qui étaient perçues comme les grandes favorites. Et puis l'autre demi-finale, Salif, opposera l'Australie à la Suède. C'est pas une grande surprise. En tout cas, au niveau de ce tournoi de football féminin des JO, ça fait pratiquement une décennie que c'est le remake
c'est la même chose qui se passe. On retrouve pratiquement le Canada, le Brésil, la Suède, les États-Unis. En demi-finale, souvent le Japon, la France ou l'Allemagne vient un peu titiller. Mais c'est pratiquement ces nations-là qui se retrouvent dans le dernier carré. Et c'est encore, on assiste encore à ce même spectacle. Peut-être qu'on verra une finale encore entre le Brésil et les États-Unis. J'aimerais dire à quand la fin de cette hégémonie? Bon, on ne sait pas. D'accord. Le fait que les États-Unis seront face à leurs voisins, le Canada. Oui, elles sont déjà habituées. C'est ça. C'est des remakes, ça se passe à toutes les Olympiades. Donc, finalement, ça devient un peu lassant pour le public qui lui, quand même, voudrait quand même voir ce qui se passe ailleurs. D'accord. Ailleurs, peut-être, l'Australie sera face à la Suède pour l'autre demi-finale. Ça, c'est encore du remake. À Sydney, c'était la même chose. C'était la même affiche à Sydney 2000. C'était la même affiche en 2008, si je ne me trompe pas. Donc, cette demi-finale-là, c'est encore un remake. D'accord, on va voir vraiment ce qui se passe maintenant au Japon avec ce pays-là qui a décidé d'étendre l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que la pandémie et sinon la crise sanitaire continue de sévir. On y va avec Salif Ouattara. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 31 août à Tokyo et à Okinawa, dans le sud-ouest, et va aussi être déclaré jusqu'à cette date dans 4 autres départements. 3 de la grande banlieue de Tokyo et à Nakawaga, Saitama et Shiba, Ozana, dans l'ouest japonais. Cette annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre Yoshihide Suga, dont les services sont inquiets de la vitesse avec laquelle l'infection se propage. La capitale japonaise a enregistré un nouveau record de nouvelles infections le jeudi dernier, tandis que le nombre de cas quotidiens au niveau national a dépassé les 10 000 pour la première fois. Ce vendredi, 3 300 cas supplémentaires ont été recensés à Tokyo. Les organisateurs des JO 2020 à Tokyo ont, quant à eux, fait état vendredi de 27 nouveaux cas chez des personnes liées à l'événement, dont 3 sportifs, le chiffre quotidien le plus élevé à ce jour. Le directeur de la communication du Comité international olympique, Mark Adams, a toutefois défendu l'efficacité contre-mesures mises en place face au Covid-19 pour les Jeux, ce qui se déroule à huis clos et avec de nombreuses restrictions pour tous les participants. Après cette sortie médiatique, le président de CIO, l'Allemand Thomas Bach, s'est promené sur quelques artères japonaises. Objectif, donner un signal d'optimisme pour la suite des Jeux. Mais pour Tokyo, ce qui rend cette édition si spéciale, c'est ce grand signal d'espoir, ce grand message d'espoir qu'elle donne à l'humanité, que malgré les restrictions d'une pandémie, on peut se rassembler. Ce virus nous a vraiment séparés et maintenant nous nous réunissons à nouveau. Et je pense que c'est le grand message et le grand héritage que ces Jeux Olympiques Tokyo 2020 laisseront aux générations futures. Face à la nouvelle flambée du Covid-19 et à l'engorgement des dispositifs de vaccination, le gouvernement japonais a approuvé vendredi le recours au vaccin d'AstraZeneca pour les personnes âgées de 40 ans ou plus, selon le ministre de la Santé. Jusqu'ici, seuls les vaccins de Pfizer et de Moderna étaient utilisés au Japon. C'est vrai, Salif Ouattara, qu'on veut pratiquer le sport, mais il va falloir faire très attention à cette maladie qui a du mal à nous lâcher. Donc il faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir y mettre un terme. Les autorités japonaises qui sont elles-mêmes dépassées face à cette menace sanitaire, qui décident de prolonger, d'étendre l'état d'urgence jusqu'au 31 août, ça donne à réfléchir effectivement. Bon, moi, j'aimerais m'attarder sur le message du président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui en tout cas a donné un message d'espoir pour le sport, parce que ces Olympiades-là avaient été déjà décalées. On arrive à les organiser. Il faut maintenir le cap, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'au bout de cette compétition aussi, on va pouvoir trouver des solutions pour encore mieux lutter face à cette pandémie-là qui a vraiment défiguré le milieu sportif. Toutes les activités sont en suspens.
Tous les secteurs d'activité sont touchés. Et aujourd'hui, ces Jeux olympiques-là sont perçus comme une sorte d'espoir de reprise de l'activité sportive à une grande échelle. Il faut espérer que la pandémie s'estompe un peu au Japon, encourage d'autres nations à organiser des compétitions d'envergure internationale. Et je pense que cela ferait du bien à tous ces sportifs-là qui n'ont pas d'autre métier, qui ont choisi le sport, discipline toute confondue, pour pouvoir exister, pour pouvoir se faire un nom. Et finalement, c'est devenu une passion aussi pour tout un monde. Nous-mêmes qui sommes journalistes, nous sommes également des passionnés. Nous suivons tous ces événements sportifs-là avec beaucoup de retenue, mais beaucoup de passion également. Il faut donc espérer que cette pandémie-là s'en aille. À un moment donné, elle finira par nous lâcher et la vie continuera. D'accord. Pour cela, il faut bien sûr qu'on respecte les mesures barrières. Il faut toujours se faire porter son masque ou bien sûr se faire vacciner. Justement, les autorités japonaises l'ont plus ou moins signifié. Il faut intensifier les campagnes de vaccination partout au Japon, dans les bourgades, les villes et toutes les communautés qui sont vraiment intéressées. Aujourd'hui, c'est un appel même à manifestation. Je suivais un peu que les autorités ont décidé de lancer pour tous ceux qui veulent se faire vacciner, qui n'ont peut-être pas le moyen même de se déplacer. Eux, ils sont prêts à prendre des dispositions pour aller faire vacciner ces gens-là. Ça veut dire simplement qu'ils ont compris que oui, il faut bien sûr vivre en bonne santé, mais également ça passe par le vaccin. D'accord. Ici également en Côte d'Ivoire, on doit respecter ces mesures barrières-là en portant nos masques ou en se faisant vacciner. Absolument. On va voir maintenant le tableau des médailles avec vous, Salif Ouattara. La Chine est en tête avec 40 médailles, dont 19 d'or. Le Japon arrive en deuxième position avec 28 médailles, dont 17 d'or. Les États-Unis en troisième position, 41 médailles, 14 d'or. Ce n'est pas une grande surprise, mais ce qu'on va retenir, c'est que l'Asie est en train de prendre le dessus. En tout cas, aujourd'hui, la Chine et le Japon, ces deux pays-là se sont positionnés comme étant de vrais pourvoyeurs de médailles d'or. Ils ont amené des athlètes qui s'étaient bien préparés. On a pensé que ce regain avec la pandémie à Covid-19 allait ralentir un peu les élans, mais on se rend compte qu'ils ont des athlètes vraiment bien préparés qui sont venus à cette compétition-là, à ces Olympiades. Et après, on a les États-Unis qui confirment encore leur suprématie. Ils sont à la recherche de plus de médailles pour, en tout cas, passer en tête, mais ça sera un peu difficile. Et puis, on a en quatrième position le comité national olympique russe, puisque la Russie n'est pas venue cette année en tant que pays, mais en tant que comité national olympique. Exactement. On a quand même, on est assez curieux, on se rend compte qu'il y a des athlètes qui sont venus, qui sont mieux préparés. On espère que, bon, ça va continuer, ce dynamisme-là au niveau de la Russie. Et puis on a l'Australie qui est revenue en tête, en cinquième position, pardon, qui s'est repositionnée dans ce top 5-là du tableau des médaillés. D'accord. Merci beaucoup, Salif. C'est vrai qu'il y a les JO, mais l'actualité sportive continue chez nous, ici même à Abidjan, où il y a eu hier la cérémonie de lancement de la deuxième édition des Olympiades K20. C'était au district du Plateau, en présence du ministre Epiphane Zoro Bibalou. Le reportage est signé pour vous par Véronique Kona. 9 communes du district d'Abidjan prendront part à la deuxième édition des Olympiades K20 autour du thème civisme et réconciliation par le sport. Au menu, 3 disciplines sportives, le maracana, le basketball et le handball. Cette année, l'innovation, c'est l'introduction d'une discipline culturelle portant sur la sensibilisation au civisme. Séduit par le thème et attaché aux valeurs du civisme, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Bi, a accepté de parrainer l'événement. Nous espérons qu'à travers les Olympiades qui vont être organisées et les communes qui vont être parcourues, toutes les activités qui vont être initiées à travers ces Olympiades vont être des opportunités pour diffuser ces valeurs de citoyenneté, de loyauté, de discipline, de patriotisme à l'ensemble de nos populations. Plus de 200 athlètes et encadreurs défendront leur commune du 24 au 28 août 2021 au Palais des Sports de Treichville. C'est doublement important pour nous. Non seulement on va permettre à la population, à la jeunesse d'Abidjan d'avoir une compétition pendant ses vacances, de s'occuper sainement, mais en plus nous avons voulu associer à ces compétitions sportives un volet
civisme. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de manquements au niveau du civisme dans notre jeunesse et même les adultes également. Un panel est prévu le 25 août avec pour thème Civisme et réconciliation, indice de développement, animé par plusieurs ministères. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo Touré, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et sportives ont pris part à la cérémonie de lancement de ce grand événement, placé sous la présidence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho. Une très belle initiative de notre consoeur Cathy Touré. Les matchs de la 12e journée de la Ligue 2 ont été âprement disputés avec de très grosses surprises. On les découvre avec Patrick Dadier. Ils ne sont certes pas encore à la terre promise, mais que de chemins parcourus pour ces joueurs de Limani Yacouba Sila. Ils viennent de ravir la première place de la poule B à Issa Ouazi, qui en était le détenteur depuis le déclenchement des hostilités. Il nous reste encore 2 matchs, mais aujourd'hui déjà on savoure cette victoire, elle est bienvenue. Franchement, je félicite les enfants, ils se sont battus, ils se sont donnés vraiment. C'est vrai, ils ont mal démarré le match, c'était un peu poussif, mais c'est l'arrivée qui compte. Et pourtant, jeudi au Parc des Sports, à la faveur de la 12e journée de Ligue 2, face à l'entente sportive de Benjerville, les choses sont très mal engagées pour Sassandra. Menés à la pause 1-0, les joueurs de Lys se réorganisent et prennent le contrôle des opérations. Ils sont récompensés au bout de l'effort, la tête de Touré Ben Ahmed, puis le bijou de Traziébi Marcel dans les dernières secondes. Grâce à cette précieuse victoire de 2-1, Lys devient le nouveau patron de la poule B avec 27 points et distance. Désormais, ici à de 2 unités. Lors du deuxième match, toujours dans le groupe B, le CE Sport de San Pedro en bleu-blanc prend le meilleur sur les héritiers du trône de Mossou 1-0. Le but est signé Diarra Amani. Dans le groupe C, invaincu depuis 4 rencontres de suite, l'académie Diakité Football Club d'Adzopé a été freinée mercredi par l'Est Denguele, 3-2 au complexe d'Abobo. Les Magnans de Lamé en vert blanc, bien qu'ayant concédé un but lors de la première journée, à la reprise, frappe 2 fois en 4 minutes. Vamoussa Bamba pour son 2e de la saison et Adama Diabaté sur une phase de jeu. Les Yodineka prennent l'avantage 3-2 sur ce pénalty que réussit Diakité Moussa. Mais les académiciens auraient pu rentrer avec 1 point si l'arbitre Théodore Kofi Kwasi n'avait pas refusé le but de Junior Touoli. Selon lui, il y avait une position de hors-jeu. Il y aura un match de gala le 7 août 2021 au stade Robert Champoux, jour de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et l'organisateur s'appelle Michael Nchou. La 2e édition du match de gala pour la réconciliation se tiendra le 7 août 2021 au stade Robert Champoux de Marcory. Cette initiative porte l'empreinte de la structure IBS Agency, dirigée par Michael Nchou, agent de footballeurs africains. Réconcilier les Ivoiriens par le football, facteur de rapprochement et de cohésion des peuples, tel est l'objectif principal visé par Michael Nchou et ses camarades. Je demande aux Ivoiriens de sortir massivement, de montrer vraiment la cohésion sociale, que nous tous, on peut cohabiter ensemble, on peut fédérer ensemble, on peut s'entraider. Si on a une baguette, si on partage un peu, chacun peut s'en sortir avec ça. C'est ça mon objectif. Donc je veux que tout le monde soit là et que tout le monde, qu'on s'amuse ensemble et qu'on lance des messages forts. Et après, derrière, on ne va pas s'arrêter là. Pour les initiateurs, il faut donner une chance aux jeunes loups des centres de formation de s'exprimer dans l'optique d'embrasser une carrière professionnelle. Dans la soirée, un concert géant avec une bonne brochette d'artistes, dont Débordeaux Lekoumfa, Ariel Chené, Kérosène, sera offert gracieusement au public. La députée Mariam Traoré est la marraine de ces retrouvailles. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci Anne-Marie. Merci à la réalisation. Bon week-end surtout. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On vous souhaite tout simplement un bon week-end et puis surtout une bonne suite de programmes sur RTI1.